Dans un premier temps, j'ai été un petit peu observateur de ma vie, voir un petit peu de ce qui se passait, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire, ce que les gens disaient que je ne pouvais pas faire, et en fin de compte, ce que je pensais de tout cela. Rapidement, c'est-à-dire à partir de la moitié de l'adolescence, j'ai décidé, pour reprendre un petit peu les termes de cinéma, j'ai décidé d'être acteur de ma vie, d'en être le réalisateur, et puis aussi, dans la mesure du possible, d'en écrire le scénario. La claque podcast partie. Bienvenue dans Handicap et Cinéma. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé. Si, tu veux pas handicapé. Bah, on voudrait pas. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur là. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. Ici, on parle d'accessibilité et d'inclusion devant et derrière la caméra. Moi, c'est Géraldine. Je suis médiatrice culturelle et intervenante cinéma. Parallèlement, je suis famille d'accueil pour Handichiens et je prééduque des futurs chiens d'assistance aux personnes handicapées. Je me croyais inclusive et pourtant, pas tant que ça. Mes invités partagent leurs récits inspirants, leurs tips, leurs films coup de cœur et des initiatives innovantes dans le cinéma. Et si le cinéma faisait de nous des acteurs de l'inclusion ? Bonne écoute ! J'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode au festival La Claque Podcast Party et je suis accompagnée de Christian Lair. Bonjour Christian. Bonjour Géraldine. Bonjour mais surtout bienvenue Christian puisque cette 4e édition de La Claque est consacrée à l'hospitalité. L'hospitalité, c'est accueillir sans condition la parole, la différence, les corps, les silences. Et dans un monde qui est saturé de fermeture et de repli, j'avoue que je suis plutôt fan de cette volonté d'ouverture. Il se trouve qu'on est pas mal raccord, ça correspond à notre sujet, puisque dans cet épisode, on va parler de cécité, mais aussi de chiens guides et d'accessibilité et de refus d'accès. Nous allons aborder le sujet émergent et encore tellement sous-coté de la représentation du handicap sur les écrans. Les chiens guides et d'assistance, c'est un vivier d'histoires singulières qui permettent de renouveler les récits. Nous allons d'ailleurs, à la fin de cet épisode, évoquer le travail d'un réalisateur qui, lui, l'a compris très très vite. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode pour dévoiler son nom. Christian, tu es le président de l'Association nationale des maîtres de chiens guides. Tu es le bénéficiaire de Moti qui est sous la table, qui est ton chien guide, et tu as une formation initiale dans le droit, mais tu as passé ta carrière dans la même entreprise en tant que responsable des services généraux, puis ensuite de l'informatique. Christian, est-ce que tu peux nous donner 3 mots qui te représentent ? Oui, bien sûr. Alors je commencerai par déterminer, parce que je n'ai pas l'habitude d'abandonner les objectifs que je me suis fixés. Je mets tout en œuvre pour les atteindre. Le deuxième mot, ce serait patient, parce que pour arriver au premier mot, il faut aussi parfois beaucoup de patience, parce qu'on n'obtient pas forcément tout ce qu'on veut de façon immédiate. Et le troisième mot, ce serait plutôt optimiste, parce que j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je considère qu'un échec est parfois très très constructif pour l'avenir. On peut en tirer beaucoup de leçons. Je te rejoins complètement. Merci Christian. J'aimerais d'abord interroger ton rapport au handicap. Et alors, dans ton cas, on tient là un excellent synopsis de film, avec quand même un personnage assez extraordinaire qui va s'évertuer pendant des années à masquer son propre handicap. Tu nous racontes ? Oui, je vais raconter. J'enlève simplement un mot, c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un parcours personnel. Et voilà, je l'ai suivi comme ça de façon
obstiné, déterminé, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut savoir que je suis né en 1957. En 1961, on a commencé à parler de malvoyance en ce qui me concerne, et cette malvoyance a évolué de façon assez progressive jusqu'à la puberté. J'avais 5 ou 6 dixièmes jusqu'à l'âge de 11-12 ans. À partir de 11-12 ans, ça s'est aggravé, j'ai perdu l'œil gauche et l'œil droit est tombé à 1 dixième. Cette acuité visuelle, je l'ai conservée, bon an, mal an, avec des hauts et des bas, selon les périodes, jusqu'en 2016. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 60-70, la place du handicap dans la société n'était pas celle d'aujourd'hui. C'était vraiment un réel handicap, et on avait plutôt un sentiment d'exclusion lorsqu'on avait à souffrir de ce genre de pathologie. Dans un premier temps, j'ai été un petit peu observateur de ma vie, voir un petit peu de ce qui se passait, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire, ce que les gens disaient que je ne pouvais pas faire, et en fin de compte, ce que je pensais de tout cela. Rapidement, c'est-à-dire à partir de la moitié de l'adolescence, j'ai décidé, pour reprendre un petit peu les termes de cinéma, j'ai décidé d'être acteur de ma vie, d'en être le réalisateur, et puis aussi, dans la mesure du possible, d'en écrire le scénario. Alors pour arriver à ça, je me suis construit mentalement une forteresse autour de moi, et j'en ai exclu tout ce qui pouvait parler de handicap, tout ce qui en avait un rapport avec le handicap. Donc en 1972, par exemple, j'avais une carte d'invalidité, c'est quelque chose que je n'ai ressorti qu'en 2015. Tout ce genre de choses, donc les mots handicap, les mots aveugle, les mots canne blanche, les mots chien guide, tout ce genre de choses étaient à l'extérieur, et j'ai décidé de mener ma vie sans tenir compte de ces choses-là. Et j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu faisais quand tu avais des rendez-vous avec ton supérieur, à la gare notamment, et pour masquer ton handicap et en même temps être présent à ce rendez-vous sans y voir. Alors voilà, mes différents patrons ont toujours eu une petite idée de ce que je portait comme déficience sans en connaître la réelle ampleur. Donc on pouvait avoir par exemple un patron qui m'appelait le lundi soir, qui me disait on se retrouve demain à la gare de Lyon parce qu'on a un rendez-vous demain après-midi à Lyon. Donc il fallait s'organiser, arriver très 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 tôt à la gare de Lyon parce qu'on n'avait pas le service d'assistance qu'on connaît aujourd'hui. Et donc il fallait que j'arrive très tôt pour trouver un voyageur qui veuille bien me dire, dès qu'il était affiché sur le grand tableau devant les quais, sur quel quai j'allais rejoindre mon train. Et à ce moment-là, je me postais au tout début du train. Et j'attendais que mon patron passe. Et une fois qu'il passait, il me disait bonjour et je le suivais. Et alors si par hasard, il partait trop loin devant, comment tu faisais ? Alors c'est arrivé effectivement une fois, j'ai eu l'occasion de te le raconter, Géraldine. D'un seul coup, il a disparu dans la foule et j'ai été totalement incapable de le repérer. Il faut savoir qu'à partir de 2 mètres, j'avais aucune possibilité de reconnaître les gens. Eh bien, j'ai simulé une foulure de la cheville. Donc lui, quand il s'est aperçu que je n'étais plus derrière lui, il est revenu vers mes pas. Et donc il a marché beaucoup moins vite. Et là, j'ai pu le suivre. Mais par contre, il a fallu que je m'astreigne à bien boiter tout le long de la journée pour ne pas qu'il s'en aperçoive. T'as pas encore ton propre agent, Christian ? J'aimerais bien que tu nous donnes quelques tips pour interagir avec des personnes en situation de déficience visuelle, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas comment on fait. Quels sont les conseils que tu donnerais ? Alors tout d'abord, lorsqu'on veut s'adresser à une personne déficiente visuelle, il faut s'adresser bien à elle. C'est-à-dire si elle est accompagnée par une autre personne, ne vous adressez pas à cette personne-là qui va traduire, qu'est-ce qu'elle veut. Alors on demande à la personne handicapée visuelle qu'est-ce que tu veux, il répond à la personne qui l'accompagne. Enfin bon, il vaut mieux parler directement à la personne. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on peut avoir besoin d'aide. C'est pas forcément systématique. On peut très bien se débrouiller seul, notamment avec un chien guide, par exemple. Donc, proposer de l'aide, oui, mais ne pas l'imposer. Ça, c'est essentiel. Voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres petits... Il y a aussi le principe de se signaler quand on part aussi. Alors exactement, oui, ça c'est quelque chose, ce sont des choses qui me sont arrivées assez fréquemment. C'est que j'engage la conversation avec une personne, et puis elle disparaît, elle part faire d'autres choses et je continue à parler dans le vide. Ça, c'est pas très très amusant, et c'est encore moins amusant quand on ne sait pas à qui on a affaire. La personne arrive, on la connaît pas trop, on connaît pas trop le son de sa voix, et c'est pas évident de la reconnaître tout de suite. Ouais, c'est des choses toutes simples en fait, mais c'est vrai que si on n'y pense pas et qu'on se met pas à la place de l'autre, du coup, il est vite perdu et la situation est moins fluide et moins agréable.
J'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant de Moti, qui est sous la table couché. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un beau labrador crème, qui est ton premier chien guide. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce qu'il t'a apporté de tellement exceptionnel, et est-ce que tu as des anecdotes singulières avec lui ? Alors, il m'a apporté une chose essentielle dans ma vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a réussi à m'inciter à démolir cette fameuse forteresse dont je parlais tout à l'heure et aller nager dans le monde du handicap. Et aujourd'hui, c'est vrai que je rencontre énormément de personnes handicapées avec grand plaisir. Et il n'y a plus de problème pour moi dans ce sens. Et je pense que si je n'avais pas croisé Moti un jour, en fin 2018, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs, si vous voyez Moti, parce qu'il a quand même une bouille mais tellement craquante. Donc, il n'y a pas 5 minutes, il y a quelqu'un que je ne citerai pas qui a caressé Moti sans demander. Et ça me montre que le podcast a encore son sens, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément cette attention-là. Et c'est vrai qu'on peut complètement dérouter, troubler l'attention du chien, et il peut passer à côté, par exemple, d'une crise d'épilepsie quand c'est un chien remis par l'épilepsie. Donc, c'est vraiment important de demander d'abord au maître, et même, je dirais, dans la vie, avec les autres chiens aussi, de demander d'abord au maître. Voilà, j'insiste moi sur aussi les autres chiens, les chiens domestiques. Même s'ils sont gentils, même s'ils ont envie de dire bonjour, ça peut être extrêmement dangereux. Je prends mon cas, par exemple, lorsque je traverse un passage clouté et que je croise une autre personne accompagnée d'un chien domestique, on n'a pas vraiment le temps de se dire bonjour sur les passages cloutés, quoi. Ça devient un petit peu trop dangereux. Christian, tu es, je l'ai dit tout à l'heure, président de l'Association nationale des maîtres de chiens guides. Tu es engagé notamment dans toute une communication autour des refus d'accès. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un refus d'accès et quelle est la démarche de l'Association nationale des maîtres de chiens guides en ce sens ? Oui, donc l'Association des maîtres de chiens guides a été créée en 1979 par 4 maîtres de chiens guides qui à l'époque sont arrivés à un constat assez effrayant, c'est-à-dire qu'on pouvait obtenir un chien guide mais qu'on n'avait aucun droit. C'est-à-dire qu'on pouvait aller nulle part. Les transports en commun étaient parfois accessibles, mais par exemple à des heures creuses, donc ce qui fait que c'était extrêmement compliqué pour aller au travail et revenir du travail avec son chien. Et de toute façon, le problème ne se posait pas, puisque la plupart des entreprises refusaient l'accès aux chiens. Pareil pour les commerces, pareil pour les restaurateurs, pareil pour les taxis, enfin c'était extrêmement compliqué. Donc ils se sont regroupés et ils se sont tellement mobilisés qu'en 1987 a vu le jour une loi, la loi du 30 juillet 1987, qui dans son article 88 précise que les personnes accompagnées d'un chien guide ont un accès libre dans tous les espaces recevant du public, et ce sans surfacturation. Cette précision a été reprise dans la loi de 2005, puis dans des textes ultérieurs, et on a ajouté que ces chiens-là sont dispensés du port de la muselière. Cela a été étendu aux chiens d'assistance, et donc aujourd'hui on pourrait dire qu'on peut aller partout, sauf que malheureusement ce n'est pas toujours respecté, parce que certaines personnes ont une méconnaissance de la loi ou ne veulent pas la connaître. Donc l'Association des maîtres de chiens guides est là, entre autres, pour défendre les intérêts et accompagner les personnes qui sont victimes de refus, qu'il s'agisse de chiens guides ou d'assistance. Et à titre d'exemple, en 2025, nous avons traité 375 refus. Ça peut paraître énorme, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que nous ne pouvons traiter que les signalements qui nous sont faits. Il y a plein de choses qui sont vécues aujourd'hui, certainement, et qui ne nous seront jamais signalées. Je vous le confirme, je suis famille d'accueil du coup pour l'association Andy Chien et c'est notamment 2 refus d'accès dans des cinémas qui m'ont aussi poussé en fait à développer ce podcast et c'était des cinémas qui affichaient par ailleurs une politique inclusion qui était très importante mais qui ignorait la loi. Et c'est vrai que c'est une situation qui est hyper... c'est très désagréable, c'est très violent et dans le cas de chiens d'assistance pour de l'épilepsie ou pour de l'autisme, quand c'est mal fait en plus ce refus d'accès, quand ça peut être extrêmement violent pour la personne qui le vit. Donc c'est vraiment important de sensibiliser les auditeurs et vous autour de vous aussi à cet accès dans tous les ERP, donc les établissements recevant du public. Je confirme que c'est un réel traumatisme, même quand on a un certain âge comme moi, quand on a une certaine habitude, parce que des refus j'en ai essuyé quand même quelques-uns.
Lorsque ça vous arrive, c'est quand même extrêmement déstabilisant, c'est discriminant et on se retrouve dans une situation telle d'exclusion et qui vous renvoie directement à votre handicap. Il y a un spot qui a été fait par la FFAC. Alors explique-nous juste ce que c'est que la FFAC. Alors la FFAC, c'est la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles qui regroupe une dizaine d'écoles qui remettent des chiens guides, donc avec 16 centres d'éducation et d'autres associations comme l'ANM Chien Guide. Donc nous faisons partie de cette fédération. Alors je vous propose de découvrir ce spot dans sa version audio. Vous verrez, c'est une version audio décrite. Un chien dresse la tête et se lèche les babines. Son maître ouvre un réfrigérateur, il est vide. L'homme se retourne, lunettes noires sur le nez. Son chien le regarde, un harnais dans la gueule. Emmené par son compagnon, le maître foule le trottoir avec légèreté. Il stoppe, une vitre portée par 2 ouvriers frôle son visage. À sa fenêtre, un vieil homme arrose un gros pot de fleurs. Sur le trottoir, le chien évite l'eau ruisselante. Le pot tombe. Le chien contourne le trou d'une bouche d'égout. Assis au bord de la route, l'animal regarde passer une volée de cyclistes. Un vigile les arrête devant un supermarché, pointe un logo interdit aux chiens. Le maître s'abaisse, résigné. Dans le pelage du chien, un embout plastique. Le chien se dégonfle. Le vigile écarquille des yeux, stupéfait. Le maître plie les pattes de son chien et le roule comme une serviette. Il finit d'enfoncer quelques poils dans un petit sac. Il laisse le vigile médusé, entre dans le supermarché en dépliant sa canne blanche. En lettres blanches sur fond noir. Le jour où on pourra ranger un chien guide est dans notre poche, on vous le dira. Pour le moment, merci de nous laisser entrer avec lui. Partouavecmonchienguide.fr, Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Texte de la version audio décrite, Édouard Beaucamp pour Le Cinéma Parle. Avec la collaboration d'Emmanuel Coutris. Voix, Marie Diagne. Voilà, donc je ne crois pas savoir que Moti ait un petit bouchon pour l'enlever et le ranger. Je ne l'ai pas trouvé. Par contre, tu as vécu, toi, notamment des refus d'accès pas mal dans les transports et notamment dans une compagnie de transport en 4 lettres que tu utilises de temps en temps. Mais tu m'as raconté une histoire que je trouve assez cinématographique aussi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce VTC que tu as pris un jour avec Moti ? Oui, alors je vais vous raconter cette histoire-là qui, à chaque fois que je la raconte, parce que ce n'est pas la première fois que je le fais, me provoque une certaine émotion parce que c'est vraiment quelque chose de très fort, pour moi en tout cas, pour l'avoir vécu. Donc je revenais de Paris où j'avais passé quelques jours assez prenants, assez fatigants. Et j'avais 5h30 de TGV à parcourir. Et une fois arrivé à ma gare de destination, d'une part, il était tard, j'étais fatigué, il était 21h, et donc j'ai décidé de faire appel à cette société de VTC. Donc j'ai sorti mon application, mon téléphone, j'ai saisi mes coordonnées avec tout ce que je voulais, j'ai envoyé, et immédiatement, j'ai reçu les coordonnées d'un chauffeur, et on m'annonçait que dans les 4 minutes, ce chauffeur allait se présenter. Parfait. Et donc, je prenais toujours une précaution également, c'est que je faisais une copie de cet écran, de l'écran qui s'était affiché, de façon à disposer des coordonnées du chauffeur au cas où cela se passerait mal. Bon, la suite de l'histoire va vous prouver qu'effectivement, ça s'est mal passé. J'avais aussi l'habitude de préciser au chauffeur que j'étais accompagné d'un chien guide et que, de ce fait, je n'allais pas le voir arriver, donc il valait mieux qu'une fois qu'il soit là, après que j'ai reçu le message comme quoi il était arrivé à destination pour la prise en charge, qu'il m'envoie un petit message ou qu'il vienne à ma rencontre pour venir me chercher. Et j'ai envoyé ce message et immédiatement, en retour, j'ai vu que la course avait été supprimée. Donc manifestement, c'était parce que j'étais accompagné d'un chien guide. Alors là, j'étais bien content d'avoir fait cette copie d'écran et immédiatement, une autre personne a pris la course en charge et ses coordonnées se sont affichées. Et là, il devait arriver dans les 3 minutes qui suivaient. Donc, même processus, je fais la copie d'écran, j'envoie mon petit message, je suis accompagné d'un chien guide, merci de venir à ma rencontre parce que je ne vous verrai pas arriver. Et immédiatement, là, la course reste en vigueur et je reçois un autre message qui me dit « Ne vous inquiétez pas, je suis sourd et muet ».
Et là, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que c'est une plaisanterie? Est-ce que la course va disparaître? Que se passe-t-il? Et j'étais dans pleine réflexion lorsqu'à un certain moment, je sens une petite main qui vient me tapoter l'épaule droite, qui m'attrape par l'avant-bras et qui m'amène jusqu'à une portière de voiture qui était grande ouverte. Je m'installe, un petit peu inquiet quand même. Mon chien s'installe à mes pieds et la portière se referme et la voiture démarre. Bon, j'ai l'habitude de faire ce trajet, donc je me rendais bien compte qu'on était bien sur le chemin de la maison. Et on arrive au dernier rond-point, et là on fait quasiment, pour revenir en arrière, le tour de ce rond-point pour emprunter la même rue, mais de l'autre sens de circulation, pour aboutir dans l'impasse dans laquelle j'habite. Et j'ai pour habitude, après autant de temps de trajet, de demander à ce qu'on m'arrête au début de cette impasse pour que mon chien puisse se détendre. Après 5h30, il en a fortement besoin. Et je me dis, mais comment je vais faire pour faire comprendre à ce monsieur que je voudrais descendre. Donc je me suis pas dégonflé comme le chien. J'ai tapoté à mon tour sur son épaule. Et puis, bon an, mal an, j'ai essayé de lui faire comprendre par des grands gestes que je voulais descendre. Il a compris. La voiture s'est immédiatement arrêtée. Et il est descendu. Il a ouvert la portière. Mon chien est sorti. Je suis sorti. La portière s'est vraiment refermée sur nous, en douceur. Et je l'ai remercié avec un grand pouce levé, en disant merci. Et là, il m'a tapoté sur l'épaule et c'était vraiment très, très bien. Et moi, ça me fait penser à une chose, à deux mots, l'indifférence et la différence. Et je dis souvent que si on réussit à se débarrasser de l'indifférence, la différence elle-même n'est plus un problème. C'est une belle histoire, très cinématographique aussi. Merci Christian. On parle un peu de cinéma d'ailleurs ici. Tu m'as dit que tu n'étais pas particulièrement un spectateur en salle et surtout tu as vu les films dans un premier temps et tu les as redécouverts avec l'audiodescription. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as redécouvert certains films avec l'AD ? Oui, bien sûr. Alors, le premier temps de mon aventure avec le cinéma, c'est quand j'étais jeune. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, l'avantage, c'est que c'était en couleur, alors qu'à la maison, chez mes parents, on avait une télévision en noir et blanc. Donc moi, j'ai trouvé un énorme avantage. Et puis après, me débarrassant de tout un tas de choses, j'avais plus tellement envie d'aller au cinéma. Et j'ai redécouvert le cinéma quelques années plus tard, et j'ai regardé des films sans audiodescription, sans rien du tout, en essayant de comprendre à peu près ce qui pouvait se passer. Quand il n'y a pas trop de dialogue, il faut quand même avoir pas mal d'imagination. Et lorsque j'ai réussi à me débarrasser de cette fameuse forteresse dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai accepté de regarder des films en audiodescription. Et j'ai découvert qu'en fin de compte, les films que j'avais vus n'avaient rien à voir avec ce que j'avais pu imaginer. Par exemple, j'ai eu l'occasion de revoir La famille Bélier. Et La famille Bélier m'avait échappé la dernière séquence où Louane chante devant ses parents en signant les paroles de la chanson. Moi, j'étais passé à côté, alors que c'est un passage extrêmement émouvant. Par la même occasion, j'ai découvert que Louane était blonde, alors que j'avais toujours cru qu'elle était brune. Comme quoi, voilà, c'est nécessaire d'avoir... Vous avez eu un petit extrait tout à l'heure d'audio-description, et c'est vrai que c'est indispensable. Tu nous as raconté cette anecdote dans le VTC. Cette loi n'est toujours pas respectée aujourd'hui, et en 2025, la FFAC a sorti une campagne de sensibilisation sur les refus d'accès. Alors, eux ont compris que le cinéma était un vrai outil de communication. Donc j'ai affiché cette campagne de communication dont le slogan c'est « Un refus d'accès, c'est une histoire qui s'arrête trop tôt ». Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette campagne ? Oui, donc la campagne est basée sur des films qui ont eu beaucoup de succès et qui parlent à tout le monde. Et le principe était donc, ce que Gerline vient de dire, c'est que s'il y avait eu un refus d'accès, eh bien, le film n'aurait certainement pas eu lieu. En tout cas, ce ne serait pas la même histoire. Donc il y a eu par exemple le Pirate des Caraïbes, qui ne peut pas accéder à son bateau parce qu'il y a un panneau interdit aux chiens. On a eu Harry Potter, qui se trouve devant l'académie de Poulvord, avec une interdiction de rentrer, assis avec son chien. On a eu... le troisième m'échappe. Le film avec les dinosaures. Le film avec les dinosaures, exactement. Jurassic Park, voilà, avec un explorateur qui se retrouve face à un parc préhistorique, mais n'a pas le droit de pénétrer. Et le dernier film, c'était Amélie Poulain, enfin le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où Amélie Poulain se trouve devant le café des Trois Moulins, mais ne peut pas entrer parce qu'il y a le petit panneau interdit aux chiens. Et quel dommage ça aurait été de passer à côté de ce film fabuleux de Jean-Pierre Jeunet. Alors Jean-Pierre Jeunet est surprenant parce qu'il a fait un film, un court-métrage
pour la fondation Frédéric Gailhan, qui est la seule fondation qui remet des chiens guides aux enfants. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast. Je vous invite à découvrir ce court-métrage qu'on va lancer et vous verrez qu'il y a un petit parallèle. Je vous laisse découvrir. Le troisième chiot, à partir de la gauche, s'appelle Philibert. Un grand destin l'attend, mais à ce stade de sa vie, il est très loin de s'en douter. Cette demoiselle qui chevauche un pur sang s'appelle Anaïs. Mais quant à elle, le destin l'attend au tournant. À l'âge de 13 ans, Anaïs perd la vue. Quelques mois plus tard, Philibert a été adopté par une famille d'accueil, les Dumongeau. Pendant ce temps, Anaïs se fait à l'idée qu'elle ne verra plus jamais. Sauf que, 1 an plus tard, Philibert quitte la famille Dumongeau car il a été choisi pour intégrer la fondation Frédéric Gailhan, où Philibert va commencer son apprentissage. Hop hop, c'est bien, en avant. Direction étoile, prochain train dans 1 minute. Porte attention. Rouge, Clinton. Et 1 an plus tard, Allez. C'est le miracle. Anaïs, grâce à Philibert, peut voir la vie en rose. Allez, en avant. Doucement. Hop hop, c'est bien. Et non seulement Anaïs a trouvé avec Philibert liberté et autonomie, mais ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Faites comme nous, soutenez la fondation Frédéric Gailhan, la seule école en Europe à offrir des chiens guides à des enfants aveugles. Voilà, je crois que vous avez reconnu le style tellement particulier du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le film sera bien sûr dans la description de l'épisode. Je suis hyper heureuse d'avoir eu l'autorisation de Jean-Pierre Jeunet lui-même sur la diffusion de ce spot et j'espère un jour le recevoir à ce micro, évidemment, puisqu'il est extrêmement précurseur dans le domaine et que lui a compris, bien avant tout le monde, l'intérêt de représenter des chiens d'assistance aussi et des personnages en situation de handicap dans ses films. Dans son cinéma, les corps abîmés, différents, fragiles, ne sont jamais des accessoires, ils sont vraiment au cœur du récit. Donc on vient d'entendre un petit clin d'œil à Amélie Poulain, où on a donc ce passage avec cet homme aveugle qui est guidé dans la rue par Amélie, qui lui fait la description des commerces et des lieux qu'il traverse. Il y a aussi le personnage de Raymond Dufayel avec ses os de verre. Il y a Suzanne qui est amputée d'une jambe. Il y a Lucien, interprété par Jamel Debbouze, avec son bras atrophié mais qui est complètement intégré au rôle. Dans Un long dimanche de fiançailles, c'est Mathilde, interprétée par Audrey Tautou, qui est boiteuse parce qu'elle a eu la polio. Dans Micmac, à Tire-Larigot, il y a Basile qui est interprété par Danny Boone qui vit avec une balle dans le crâne et chaque personnage de la bande porte sa singularité physique. Ce qui distingue en fait Jean-Pierre Jeunet, c'est son refus de la pitié. Donc c'est des personnages qui sont jamais des victimes exhibées. Ils ont une profondeur, ils ont de l'humour, ils ont une dignité propre. Et la différence physique, elle devient même dans son esthétique qui est tellement particulière, un moteur narratif et visuel. À savoir que en 2001, le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain devient le premier film français à proposer une piste d'audiodescription sur le DVD. Donc c'est complètement pionnier. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Jeunet confie que l'exercice était compliqué pour lui parce qu'il a fallu qu'il lâche prise sur cette partie-là du film et que ça lui appartenait plus. Alors, d'où lui vient cette sensibilité ? On lui demandera, j'espère, le jour où on le recevra ici à ce micro, mais c'est son esthétique qui est tirée de Jacques Tati et de Buster Keaton, avec un décor singulier, avec des figures qui sont plus poétiques que pathétiques, et un goût pour les gueules
qui sont ces silhouettes hors normes et peut-être cette empathie pour la différence. Alors Christian, puisque on parle de cette représentation du handicap au cinéma, toi tu avais un petit message fort à faire passer aux cinéastes sur la façon dont tu aimerais que le handicap soit représenté au cinéma. Oui, j'aimerais que le handicap, en particulier le handicap visuel, mais aussi les handicaps dont souffrent les personnes accompagnées de chiens d'assistance, que ce soit banalisé. Il n'est pas question de faire des héros. Les héros du quotidien, ce sont nos chiens, ce n'est pas les personnes qu'ils guident ou qu'ils accompagnent. Donc j'aimerais bien que dans certaines scènes, là où on a une foule qui passe, on a un chien guide qui passe. Sans plus, on ne le revoit plus du tout dans le film, mais ça banalise et c'est un reflet du quotidien parce que on est normaux, entre guillemets, on est comme tout le monde. Et pour te faire plaisir, je t'annonce qu'il y a déjà 3 réalisateurs qui m'ont contacté suite au podcast. Un premier qui veut faire une fiction avec un chien d'assistance, un deuxième qui veut faire un documentaire sur les chiens d'assistance handi-chiens, et le troisième souhaite intégrer un chien d'assistance dans une scène. Donc je lui ai demandé, mets-le soit dans un VTC, soit à l'hôpital aussi, dans les lieux médicaux où c'est toujours parfois compliqué encore, soit à l'éducation nationale, qui sont des lieux où ça coince encore pour faire entrer des chiens. Donc le message est passé. J'espère que bientôt pouvoir présenter ces films ici. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner aussi, puisque y a ce qui se passe sur l'écran, mais il y a ce qui se passe dans la salle aussi, quelques petits tips pour nos auditeurs exploitants de salles ou bénévoles dans des salles de cinéma. Comment est-ce qu'ils peuvent accueillir au mieux, je rappelle qu'on est sur l'hospitalité dans cet épisode, comment est-ce qu'ils peuvent accueillir au mieux les personnes déficientes visuelles ? Alors, dans l'idéal, il faut accompagner la personne déficiente visuelle à sa place, lui choisir éventuellement une place particulière si elle est accompagnée d'un chien guide, c'est-à-dire si la place UFR, PMR n'est pas utilisée, lui proposer, de façon à ce que le chien ait un peu plus de place, éventuellement proposer une gamelle d'eau aussi, parce que les films peuvent être un peu longs et le chien peut avoir soif. Alors ne pas oublier de revenir chercher la personne une fois que la séance est terminée, parce que ça peut arriver aussi. On est plein de bonne volonté au départ, mais on oublie l'arrivée. Et du point de vue du ménage, par exemple, ça peut vous paraître un petit peu accessoire, mais il est extrêmement important de faire le ménage, pas seulement dans les allées, mais aussi sous les sièges, parce que nos chiens, qui sont principalement des labradors, sont extrêmement goinfres et servent d'aspirateur, et on les retrouve dans des états assez lamentables, tout collants, quand ils se sont bien vautrés dans les pop-corns qui sont sous les sièges. Et pour nous, famille d'accueil, je confirme que c'est très compliqué de regarder un film avec un chien qui est bloqué sur une odeur et qu'on doit vraiment faire en sorte qu'il ne mange pas le popcorn qui est au sol. Alors moi, je lance un appel aux exploitants de salles qu'ils se rapprochent de nous parce que j'ai une proposition à leur faire. Quand on parle à des gens qui ne respectent pas la salle, qui ne respectent pas la propreté des lieux, quand on leur parle en leur parlant du chien et des besoins du chien, ça passe vachement mieux que si on dit mais il y a une personne qui s'occupe du ménage et c'est pas cool pour cette personne-là. Pour la petite histoire, moi j'ai convaincu les enfants de mon quartier de jeter leur goûter à la poubelle parce que je leur dis mais moi quand Saphir, mon premier chien d'assistance, passe et qu'il y a des déchets, en fait il va bloquer sur les déchets, ça me complique son éducation. Et le message est passé, donc depuis 2021 mon premier chien, mon quartier est propre grâce à mon premier chien d'assistance, Saphir. Donc dans les cinémas, il y a vraiment quelque chose à choper là pour avoir des salles propres, ce qui sera dans l'intérêt de tout le monde, spectateur ou exploitant. Oui, puis il y a peut-être autre chose, une chose à laquelle tu as pensé et qui me paraît une excellente idée, c'est dans les cinémas où on a un cercle de spectateurs habituels, par exemple, essayer de proposer à ces personnes éventuellement d'accompagner un déficient visuel dans la prochaine séance, et ce serait bien. Ça, c'est aussi une très très belle idée de dire aux gens, plutôt que de venir tout seul au cinéma, venez avec une personne déficiente visuelle qui a besoin de vous, de la voiture, et puis d'être guidé dans le cinéma, même de trouver les toilettes, enfin toutes ces petites choses-là qui sont facilitées. Merci Christian pour tous ces tips. C'est moi qui te remercie. Merci à toi pour ces témoignages. Merci aux auditeurs qui ont assisté à cet enregistrement direct et merci à la Claque pour cette invitation. Handicap et cinéma est une production Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org.
L'identité visuelle a été créée par Séverine Baird de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré en live au festival La Claque Podcast Party à Marseille. Retrouvez bien sûr toutes les ressources citées ainsi que la transcription complète de cet épisode dans la description. Et alors si le podcast vous a plu, je vous fais vraiment un appel. Abonnez-vous, laissez 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ? Merci. La Claque Podcast Party.